La conférence portant sur Emmanuel de Martonne et la Roumanie est une des plus importantes conférences que notre association organise cette année. Martonne étant une de ces personnalités françaises grâce auxquelles la Grande Roumanie est née il y a un siècle, nous avons l'honneur d'avoir le professeur Jean-Paul Amat, grand géographe spécialisé dans la période de la Grande Guerre. Il est le président de la Société des Amis du Musée de l'Armée. Il est membre du conseil scientifique de l'exposition temporaire La guerre à l'Est, la guerre sans fin. Une guerre de limitation, en fait, de la pénétration du bolchevisme dans l'Europe. Guerre où la Roumanie a joué un rôle important. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous pour évoquer ce personnage, cette personnalité qui est Emmanuel de Martonne. Vous allez me dire, et je me dis moi-même, quelle légitimité ai-je pour évoquer de Martonne, comme le nom de la conférence l'indique, de Martonne et la Roumanie, alors que d'autres chercheurs, d'autres collègues travaillent ou ont travaillé sur le sujet, alors que moi, je n'ai pas travaillé directement. Vous avez, bien sûr, certains d'entre vous l'ont lu, j'ai vu que certains l'avaient, le livre de Gavin Boyd, qui s'appelle « Un géographe français et la Roumanie », qui est paru et qui a été réédité, et c'est l'histoire de Martonne. Bon, je n'ai pas repris le livre, j'en ai utilisé des éléments, bien sûr, du contenu, puisqu'il a fait un travail de recherche approfondi sur ce sujet-là et en utilisant les sources, mais ce n'est pas uniquement ça. Non, de Martonne, filialement, j'allais dire, je suis un de ses fils sur la chaire de biogéographie de l'Université de Paris 4, que nous avons partagé dans ces dernières années avec une collègue, avec l'élargissement des postes universitaires, mais c'est la filiation. En 1968, puisqu'on est dans l'anniversaire, on est dans le 50e anniversaire, il ne se passait pas uniquement des choses en surface, il se passait aussi des choses en dessous, dans les sous-sols des universités. Et dans les caves de l'Institut de géographie avaient été sortis, on ne sait trop comment, des réserves d'extraordinaires fonds qui se sont retrouvés dans les couloirs. Et parmi ces fonds, il y avait tous les carnets d'Emmanuel de Martonne. Et avec une jeune collègue à ce moment-là, enfin, nous faisions nos études ensemble, c'est Marie-Claire Robic, qui a suivi d'autres voies que la mienne universitaire. Marie-Claire Robic a longtemps dirigé le laboratoire qui a collecté ces informations. Et bien nous sommes tombés sur cette mine de documents, vous en verrez 2-3 là, de ces carnets de terrain, de ces notes de terrain d'Emmanuel de Martonne. Nous étions d'un côté avec les pavés, de l'autre avec de Martonne, la journée sur les barricades, la nuit dans les caves de l'Institut, j'exagère un peu, mais c'est cinquantenaire, il faut bien rappeler des moments de jeunesse. Bon, voilà, et c'est comme ça que s'est créé un fonds qui a été alimenté, un fonds de Martonne, grâce à ces documents. Et ce fonds n'a cessé d'être exploité, d'être utilisé, jusque à ces dernières années où, en particulier depuis le centenaire ou quelques années avant, des chercheurs de toutes obédiences, de toutes disciplines sont venus enrichir ceux qui travaillent non seulement sur le géographe de Martonne, mais sur l'homme, sur le diplomate, sur l'homme de relations, ce que je vais vous montrer un petit peu, de relations internationales, le cartographe, qui fait que vous avez des historiens, des géographes, des diplomates qui travaillent et qui publient sur de Martonne, sur l'école de géographie, et sur le rôle de l'école de géographie, avec au cœur Vidal de la Blache et de Martonne, dans la conférence de la paix de 1919, et c'est la raison pour laquelle, via le musée de l'armée, j'ai répondu à la proposition de votre président. Et vous avez une très belle exposition actuellement au musée de l'armée, c'est un peu en voix off ceci, sur Napoléon stratège qui vient d'ouvrir, et la prochaine, à l'Est, la guerre sans fin, dans laquelle je suis
comité scientifique de laquelle je suis, pour discuter, pour préparer tout ce qui est l'appareil cartographique. Le plan de la conférence, 3 parties, hein, une première de Martonne et la Roumanie jusqu'à la Grande Guerre, après la Grande Guerre, la deuxième partie, et la troisième, donc elle est chronologique, celle-là c'est le côté historien, et puis troisièmement de Martonne, géographe expert. Alors ça c'est une application, géographe expert de la guerre à la conférence de la paix. 14 avril 1900, je dirais aussi, pardon, que j'ai conduit, j'ai été directeur de thèse, de 2 thèses en Roumanie, sur la télédétection, au moment, il y a une dizaine d'années, que le département de géographie, la FAB, l'université de Paris 4 et l'UFR de géographie et aménagement a toujours eu des liens très étroits avec la Roumanie et surtout avec l'université de Iași. Et c'est à Iași que nous avons placé ces étudiants qui venaient de Iași et qui sont maintenant maîtres de conférences ou professeurs à l'université de Iași. Et nous avons toujours des relations. Bon, pardonnez-moi, mais il y avait aussi ce côté professionnel qui me rattache à la Roumanie. Donc, simplement, qu'est-ce que les de Martonne, le 14 avril 1918, hein, il y a un siècle, eh bien, il a 35 ans. Il est rentré en janvier 1918 d'une longue mission aux États-Unis. Une mission assez extraordinaire. 1 an. Il a été professeur invité à l'université de Columbia et pendant cette période, il a noué des relations étroites avec les géographes américains, avec certains en particulier, nous le verrons tout à l'heure, avec qui il est amené à travailler dans les projets de conférence de la paix. C'est un réseau international qui n'est pas simplement un réseau franco-roumain, mais qui est un réseau international chez tous les acteurs et de tous les vainqueurs de la guerre, qui fait que l'affaire, l'histoire de Martonne est très large et mondialisée. Je ne rappelle pas ce qu'est le 14, je ne viens pas sur ce qu'est le 14, sinon on n'aurait pas le temps de continuer, le 14 avril, en Roumanie, période particulièrement intéressante. De Martonne, c'est un Français des territoires, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire il n'est pas parisien, quoi. C'est des territoires. Il a fait ses études secondaires à Laval, en Mayenne. Et puis, comme beaucoup d'élèves brillants, il est reconnu, il prépare l'entrée à l'école normale supérieure et il rentre à l'école normale, à la rue d'Ulm. Vous avez ici les jardins de la rue d'Ulm. Il rentre à la rue d'Ulm en 1892. Et à la rue d'Ulm, il fait connaissance, évidemment, de son maître, de l'enseignant qui fait l'histoire et la géographie, et surtout la géographie, Paul Vidal de la Blache, qui vient de l'ENS. Il est à l'ENS, et en 1998, il passera à la Sorbonne comme professeur de géographie. Il devient son disciple, et selon les vieilles leçons grecques, passer du disciple à l'intrant familial, à la famille, est une autre marche vers la notoriété et la gloire. Il épouse la fille en 1900 de Vidal de la Blache. Laissons fermer ce côté de l'histoire. Ça ne nous regarde pas. Il épouse Louise Vidal de la Blache, qui est la fille unique de Paul. En 1895, donc, il passe l'agrégation, formation d'école, l'agrégation qui, je le rappelle, est celle d'histoire-géographie. Elle est commune. Et il s'oriente alors vers une discipline qui est née il y a quelques années, à peine une décennie, qui s'est stabilisée en France, la géographie physique. Et une carrière d'enseignant-chercheur s'ouvre devant lui.
Et très vite, il dit dans ses mémoires qu'il a un objet d'étude. De même que ses collègues historiens ont un objet d'étude, c'est les archives. Hein, on va vers les archives, on travaille dans les archives. Le géographe a un autre terrain d'étude, un autre milieu d'étude, c'est le terrain. L'objet d'étude est le terrain. Et les terrains, hein, comme le dit Albert Kahn quelques années après, les archives de la planète, hein, le terrain sont les archives de Marton. Il le dit très clairement, et en ce sens, il s'affirme dans cette discipline montante et qui prend son qui s'individualise sur l'histoire, qui est la géographie. Il est nommé chargé de cours avec l'agrégation chargé de cours à l'université de Rennes. Il a là des projets de recherche qui s'inscrivent dans un tropisme africain. Vers le Haut-Nil, la source du Nil, le Nil. Hein. Quel est le géographe qui, à la suite des explorateurs, pourra aller trouver les sources du Nil? Manque de peau ou manque de chance, des questions familiales, personnelles, de santé aussi, l'empêchent de continuer vers le Haut-Nil, et il est baigné dans une atmosphère internationale à l'école normale, et en particulier, il a comme condisciple, hein, comme copain, un Roumain hein, qui s'appelle Pompiliu Eliade, qui est un de ses coturnes, un de ses camarades, hein, et qui l'encourage, qui lui dit, ben voilà, il y aurait peut-être des axes de recherche intéressants à mener dans mon pays sur la Roumanie. Eliade soutient sa thèse en 1898, il est un peu plus âgé, 1869-1914. Il soutient sa thèse en 1898 en français à la Sorbonne, de l'influence française sur l'esprit public roumain, les origines, études sur l'état de la société roumaine à l'époque des régimes fanariotes. Et une fois soutenu sa thèse, il repart en Roumanie, il devient historien de la littérature, il est professeur de français à l'université de Bucarest. Et il instille chez Emmanuel de Marton le désir, l'accomplissement d'un désir de travailler loin de France et d'aller ainsi vers la Roumanie. En août 1898, il mène en Roumanie sa première mission. Et vous avez la photographie ici de Marton hein, sur sa monture. C'est pas une chèvre, hein, donc c'est peut-être un âne ou un cheval, je ne sais pas, ou peut-être un mulet. Hein. Il est là sur sa monture, il est sur ce qui deviendra, ce qui devient son terrain de thèse, la Valachie et les contacts carpathiques entre la Valachie et la Transylvanie. Et voilà ce qu'il dit. Là, c'est un texte que j'ai repris dans le livre ici. C'est le départ pour la montagne dans quelques petits villages roumains. Toute une expédition avec plusieurs chevaux portant la tente, les instruments, les vivres pour 8 ou 15 jours. 2 ou 3 paysans coiffés de la lourde cachoula, le gojok, la touloupe en peau de mouton, sur le dos, les conduisent. Et souvent, toute la population du village est là, contemplant cette caravane. Voici le campement dans la forêt, ou bien au milieu d'un cirque sauvage, la tente dressée sur le feu de pain de montagne, le chaudron, où bout la grossière bouillie de maïs, la mamaliga, c'est bien ça, on prononce comme ça. Voici la stuna, qui m'a servi de refuge après plusieurs jours de neige et de tempête, le banc où j'ai couché, la stuna, pardon. Où j'ai couché, réveillé parfois par la caresse du museau d'un jeune veau, la poutre ou pan la crémaillère, etc., etc. Les récits, hein, un peu d'histoire biblique, de Emmanuel, découvrant son terrain et le découvrant par les hommes. C'est pas un chemin de fer. Et il ne découvre pas le terrain en fonction des hôtels qu'il a sur la ligne de chemin de fer et du trajet qu'il peut faire en une journée avant de rentrer le soir chez soi, tranquille dans sa chambre. Non, il a besoin de la population locale. Il apprend le roumain, il l'a déjà commencé à Paris. Il a besoin des Roumains. Il en a fondamentalement besoin et
il les découvre. Et il découvre petit à petit les liens étroits entretenus entre un territoire, un espace, un milieu géographique et des populations et une histoire. Et il est géographe physicien, mais il est très vite en même temps un humaniste, un géographe humain, un géographe des populations, qui se manifeste assez rapidement. Le territoire de sa thèse, le voici, c'est la Valachie, avec sa chaîne sud-carpatique, avec la retombée sur les plateaux et les plaines de la Transylvanie au nord, et les piémonts et les plaines valaques sur la plaine danubienne, le versant danubien au sud. Et il est amené à publier sa thèse à Rennes en 1902. C'est sa thèse d'état ès-lettres. On ne dit pas ès-lettres et sciences humaines à l'époque, parce qu'il n'y a pas de sciences humaines. On vit, il n'y a pas de science sur l'homme. Mention géographie, qui est publiée, et vous avez là, publié en 1902 chez Armand Collin, un des éditeurs universitaires, la thèse de Martonne. Sur le croquis de droite, les itinéraires qu'il fait pour accomplir sa thèse et les espaces aux frontières des chaînes centrales carpathiques entre Valachie et Transylvanie, où il pose quelques problèmes fondamentaux de la géographie physique, et en particulier l'un qui intéresse jusqu'à aujourd'hui, c'est les rivières comme l'Olt, qui traversent la chaîne carpatique, qui prennent leur source dans les plaines transylvaines, qui traversent la chaîne carpatique et qui se jettent dans le Danube. C'est des choses que les géographes ont toujours aimé, les morphologues. Comment des rivières peuvent-elles traverser les chaînes de montagne, les couper? Ça, c'est quelque chose. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est le sujet que Bernard Ficheux a essayé de travailler, ou a travaillé toute sa vie de recherche. Donc, sa thèse est publiée, et à l'époque, on soutient aussi, pour avoir le titre de docteur, on soutient une thèse secondaire, qu'on appelle une thèse complémentaire. Et cette thèse complémentaire est en latin. Elle est publiée en latin. Je ne vous donnerai pas le titre latin, mais en français, ça donne « Recherche sur la répartition géographique de la population en Valachie, avec une étude critique sur les procédés de représentation de la répartition de la population ». La thèse est soutenue en 1903. Et l'on voit que pour ce géographe physicien, cette thèse complémentaire n'est pas de la géographie physique, n'est pas de la biogéographie, n'est pas quelque chose de naturel. Elle porte sur les populations qu'il est amené à rencontrer, et elle porte sur un sujet qui, jusqu'à aujourd'hui, est un élément essentiel de la compréhension des phénomènes, de l'analyse des phénomènes de répartition des hommes sur la Terre, qui est un des objectifs de l'exposition de l'année prochaine aux Invalides, comment représenter cartographiquement des populations. Comment les procédés de représentation de la répartition d'une population sur un territoire. Parce que de Martonne sent déjà, ce n'est pas les prémices de la guerre et de l'après-guerre, mais il sent déjà, il comprend que, et il le sait, parce que depuis le traité de Berlin, les questions se posent, que dans la carte de représentation des populations, que dans les cartes associant milieu physique et densité, ne serait-ce que la densité de population et les ethnies, est là un outil de compréhension, voire d'action, sur les structures politiques. Et donc il se confronte là à une question cruciale pour le géographe, et cruciale en dehors pour le géographe en tant que chercheur, mais pour le diplomate ou le politique en tant qu'acteur, c'est la question de la représentation des phénomènes. Et donc la question finalement dans la population, quand vous passez une ligne,
soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. C'est ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui, enfin un avatar aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, qui est un avatar un peu chewing-gomesque de la question des limites. Parce que les échelles se posent. Les échelles, à quelle échelle doit-on faire passer les traits? Au millionième, au 100 millième, au 50 millième, au 10 millième, à l'échelle du plan urbain. Bon, enfin, c'est... On a quelques mots. Docteur ès-lettres, il est nommé à l'université de Lyon, et il est professeur à l'université de Lyon de 1900 à revenir en Roumanie pour présenter une série de conférences sous le titre « La Nouvelle Roumanie dans la Nouvelle Europe ». Il est invité par son collègue Simeon Mehedint, qui l'accueille, hein, et avec lequel, eh bien, il est accueilli comme un hôte exceptionnel, et il fait là une des conférences qu'il considère comme la plus importante de sa vie, la Nouvelle Roumanie dans la Nouvelle Europe. Il n'est plus géographe physicien. Il devient ce qu'on appellerait plus tard et qu'on appelle aujourd'hui plutôt un géopoliticien. Géopoliticien des populations. Il s'appuie sur ses connaissances que personne ne lui conteste et il pose des questions de géographie politique. Dans tous les États dont la configuration a été profondément modifiée par suite de la Grande Guerre, les esprits réfléchis doivent se poser la même question. Quelle est la position de notre pays dans l'Europe? Quel avenir n'attend notre patrie dans une situation où tout est nouveau? Pour la Roumanie, qui a vu doubler son territoire, la question est particulièrement inquiétante. Mais c'est une des questions qu'on se sent incapable d'aborder sans une nuance de sentiment. Et c'est là que la personnalité de Emmanuel de Martonne prend corps avec l'histoire, la sensibilité et les personnalités roumaines. Et dans cette conférence de 1901, il apparaît comme un homme, on lui reprochera après, on lui reprochera, et en particulier dans ses relations avec les Hongrois et les missions qu'il accomplirait un peu plus tard, en particulier à la Société de géographie hongroise, hein, sur les questions des populations, les questions des minorités hongroises, minorité ou majorité selon l'échelle, toute une question d'échelle, on va le revoir rapidement tout à l'heure, mais il prend en quelque sorte, dirions-nous sur le plan scientifique, il prend un parti personnel, culturel, historique. Et il dit ceci: la forme de la Roumanie se rapproche de celle d'un cercle, c'est-à-dire de la figure offrant la plus grande surface avec le plus petit contour. La massivité, hein, l'indicateur de massivité égale à 1. Or, le contour, ce sont les frontières. Plus ces frontières sont développées par rapport à leur surface, plus leur défense est difficile et coûteuse. L'avantage apparaît encore mieux si on compare les frontières actuelles avec celles de l'ancienne Roumanie. Ça forme en équerre, appelées les attaques convergentes. On a vu dans la Grande Guerre les inconvénients d'une situation stratégique périlleuse, obligeant le pays à se défendre sur deux fronts démesurément étendus. Dans la situation actuelle, au contraire, les forces peuvent se porter aisément sur tous les points de la périphérie. En effet, quand on regarde ici la massivité de la nouvelle frontière, et il continue, j'arrête là, mais il continue en s'appuyant aussi et en retrouvant là des accents de géographie physique, les fleuves, les limites fluviales, le Danube, la montagne,
les chaînes et le littoral. Dans l'entre-deux-guerres, il conduit, et donc il est invité à la nouvelle université de Cluj, au cœur de la nouvelle Roumanie. Et il y mène là une mission qui est autant géographique. Il emmène avec lui d'ailleurs des étudiants français. Il retrouve des étudiants roumains, des collègues. Il est porteur de messages des autorités politiques, diplomatiques françaises. Il retrouve un de ses collègues, Georges Valsan, qui a fondé ou qui vient de fonder l'Institut de géographie de l'université. Et au Quai d'Orsay, on dit de lui, et les archives du Quai d'Orsay sont en train de s'ouvrir, pour ce centenaire d'ailleurs. Elles ont été des fonds qui étaient des fonds privés, sont en train de s'ouvrir, grâce au directeur des archives, grâce à Isabelle Richefort aussi. Hein. Je me tourne vers vous, qui est la rédactrice en chef de la revue de la Société des Amis du Musée de l'Armée, qui est directrice adjointe des archives. Et on voit des échanges de Berthelot, j'ai pas le général, Philippe Berthelot, avec certains de ses subordonnés, disant en quelques mots, il faut vraiment traiter Emmanuel de Martonne à part. On ne peut pas lui donner de passeport diplomatique, c'est pas possible. Il n'est pas diplomate, mais il faut trouver un moyen de lui donner un passeport qui lui permette d'être reconnu et de circuler en Europe et dans le monde. Parce qu'il est porteur d'un message, il est, dit Berthelot, missionnaire français. Donc, au ministère des Affaires étrangères, on se rend bien compte que la construction de la Nouvelle Europe passe par des missi dominici. Et parmi eux, il y a un géographe, il n'y a pas que lui, il y a d'autres géographes, il y a Albert de Manchon, il y a tous ceux qui ont travaillé, on va dire quelques mots, des géographes qui sont des interlocuteurs, et qui sont des hommes d'interface, on dirait aujourd'hui. Des go-between, enfin bon, tout ce monde, je ne sais pas comment on dit en roumain, les go-between, mais des hommes sur lesquels on peut compter. Et le ministère des Affaires étrangères en est y est très sensible. Jusqu'à ces échanges, là, tout à fait intéressants, sur le plan administratif. Et il organise, avec ses collègues et ses nouveaux collègues, des excursions. Des excursions, et en particulier des excursions dans les nouvelles régions de la Roumanie, et voilà un extrait d'un carnet de terrain dans les monts Rodna, hein, dans le nord. Voilà, ça c'est le carnet de terrain, un Carpath du Nord, localisé tout à l'heure, mais vous le connaissez. Ça c'est un carnet, petit carnet de terrain, malheureusement j'en ai plus, un petit carnet de terrain, hein, quadrillé ou pas, et voilà, il esquisse sur des points hauts, il esquisse des vues qu'ensuite il commente. Carnet de terrain numéro 41, 1921, dans les monts Rodna. Et dans les monts Rodna, voici la localisation, ben, c'est pas la peine que je le dise, hein, les monts Rodna, mais regardez, la photographie en bas à droite est exactement à quelques kilomètres près, celle où Emmanuel de Martonne a pris le dessin, a dessiné ce qu'il a vu au-dessus. C'est-à-dire une vallée encaissée, développant large, développant ce que les morphologues appellent des versants réglés ou régularisés, avec en bas des piémonts, des surfaces qui sont des étagements de terrasses fluviatiles, des recreusements ici dans le fond de ces terrasses fluviatiles, et puis les fonds montagneux, c'est exactement
pratiquement l'endroit qu'à quelques décennies d'intervalle dessine de Martonne. Ces terrains, ces croquis sont ensuite travaillés avec ses étudiants, avec ses doctorants, en laboratoire, en salle, commentés, et puis on construit à partir de là, à partir de photographies de terrain, de la documentation. C'est à ce moment-là qu'il s'entoure de chercheurs, de jeunes étudiants qui ont soit fait l'école normale supérieure, comme lui, passé l'agrégation, et sur lesquels, ou auxquels, plutôt, il donne ou il propose, en accord avec ses collègues, des terrains de recherche, des terrains de thèse. Et c'est par exemple le cas de Robert Ficheux, hein, et Madame montrait tout à l'heure une photographie des 100 ans de la cérémonie organisée pour les 100 ans de Robert Ficheux, qui est mort à 105 ans, hein, 106 ans, il est décédé en 2005, de Robert Ficheux qui a commencé sa thèse de doctorat sur les monts Apusén, on dit, je sais pas comment, les monts Apusén, donc dans l'ouest, dans la chaîne ouest carpatique, fermant le bassin transylvain, que pour des raisons très diverses, il n'a pu mener à bien, sauf soutenir très tardivement, hein, dans les années 90, je crois, ou peut-être un peu avant. Hein, mais Robert Ficheux est un de ses un de ses disciples, apôtre aussi du maître qu'est de Martonne. De cette mission de 1921, il sort en 1922 sa première conférence en France de l'après-guerre. Et cette première conférence est faite à la Société de géographie de Lille, en avril 1, numéro de 1922. Tous ces documents-là sont aujourd'hui téléchargeables. Hein. Vous avez facilement, enfin si vous souhaitez, je pourrais vous donner les éléments d'analyse, voire même vous donner de ces documents pour ceux qui seraient intéressés. Et cet article de la revue de géographie de Lille est très intéressante parce que il pose très clairement la question des populations, des relations entre les populations et les terroirs et les territoires, des densités de population, des significations, des occupations de l'espace. Et il dit très clairement que des sociétés installées, culturellement installées dans un territoire et ayant développé des structures et des économies rurales et des paysages ruraux, des patrimoines paysagers ruraux, sont tout à fait différentes de minorités ethniques ou de minorités nationales dans les villes, où les différences sont plus par quartier, sont plus par fonction, etc. Il a une notion fort intéressante qui a été reprise ensuite sur les questions de fractionnement. Bon, le sujet n'est pas là. Mais, donc, il fait cet article. Et dans cet article, il émaille l'article qui s'appelle la Transylvanie. Il l'émaille de photographies, et en particulier de cette photographie qu'il commente, qui est en bas à droite, cliché Emmanuel de Martonne, dans cet article de 22. Ainsi, deux aspects se partagent la Transylvanie. Deux types de pays aussi différents de point de vue économique, au point de vue physique, au point de vue social, et même au point de vue ethnique. La montagne au relief tourmenté, forestière et pastorale, avec une population moins dense, mais purement roumaine, les collines et les grandes vallées, plus riches de vie, mais où les Hongrois et les Allemands se mêlent aux Roumains. La population montagnarde est exclusivement roumaine, en dehors de quelques centres miniers. Dès qu'on entre dans la montagne, on voit le costume roumain, on trouve la maison roumaine typique, petite, avec son grand toit à 4 pans de lattes de bois ou de chaume, généralement avancé au-dessus d'une véranda. Et je ne vais pas plus loin là, dans ces textes de la
pourrais vous en lire d'autres passages. On comprend, toujours dans le même article, on comprend qu'un pays de population aussi mêlée n'entre pas dans l'État roumain, il parle de la Transylvanie, n'entre pas dans l'État roumain sans que son adaptation à sa nouvelle situation ne soulève des difficultés. Il faut bien voir le problème en face duquel se trouvent nos amis roumains. C'est celui qui se pose dans toutes les provinces rattachées pendant plus ou moins longtemps à un État étranger, contre le gré de la majorité de leur population, et que le retour à la mère patrie trouve imprégné d'influences étrangères ayant pénétré leur population et imprimé des orientations sociales et économiques créant une situation délicate. Et quand on lui a demandé après, dans les échanges autour de ça, situation délicate, province rattachée, nouvelle situation, population mêlée, on lui a dit, mais vous connaissez bien, particulièrement bien, la Transylvanie. Mais est-ce que ça ne vous fait pas penser à autre chose, à d'autres régions? Et là, il le dit, c'est les régions sur lesquelles mon maître a travaillé, Vidal de la Blache, quand il écrit La France de l'Est, en 1917. La question du rattachement des provinces perdues. Donc, on a là, dans cette... il est intéressant pour ceux qui aiment Emmanuel de Martonne, et puis ces questions, nous sommes en 1922, hein, c'est le sujet, à l'Est, la guerre continue, hein, des massacres, les guerres civiles. Les guerres civiles font finalement pour les civils plus de morts entre 1919 et 1923 que la Première Guerre mondiale, pour les civils. C'est des guerres civiles que l'Europe connaît, et que l'Europe a pour une part occultée aujourd'hui. Le 1930, donc, comme je disais tout à l'heure, il publie les 2 volumes, Armancola, édition universitaire, les 2 volumes sur l'Europe centrale. Ce qui est intéressant, c'est le 4e tome de la géographie universelle, un tome en 2 volumes, mais les 2 volumes font 850 pages, la Roumanie fait plus de 100 pages. Et il fait là, en 1930, tout le point d'une réflexion de scientifiques, de géographes, et le bilan d'un pays totalement transformé et d'une Europe totalement neuve. C'est le terme qui l'emploie. Gavin Bond, là, alors là, bon, on ne va pas rentrer, c'est pas le sujet, mais il développe des points très intéressants. Pourquoi la réception du livre de Martonne est très différente en France et en Allemagne. Et là, on est dans le contexte des rivalités, mais qu'on peut faire remonter à l'après 1870, hein, sur la gestation et la constitution des écoles de géographie françaises et allemandes. Les relations internationales se tendent dans les années 30. Emmanuel de Martonne s'oppose à une révision des frontières, espère que la Roumanie sera un rempart contre le germanisme, milite en faveur de l'amitié franco-roumaine. Et il trouve de nombreux amis dans le monde de l'écriture, dans la littérature. En 1937, alors que la situation européenne se tend, c'est sa dernière visite en Roumanie. La photographie, ici, le montre avec des collègues participant à sa dernière excursion collective. Il écrit moins sur la Roumanie et ce voyage de 1937 ne se traduit par aucun signe tangible de continuation d'activité. Les chercheurs qu'il a mis sur les champs de recherche n'apportent pas les résultats ou la rapidité des résultats qu'il escomptait. Les relations avec les géographes roumains se tendent dans la mesure où certains, mais ça c'est pas le sujet non plus, se rapprochent de plus en plus d'une réflexion et d'une géopolitique allemande. Pardon? Oui, Mehedi en particulier. Donc un tissu
amical et collectif se dénoue, et à partir de 1938 et 1940, la relation avec la Roumanie est rompue. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient négligeable. L'auteur dit que les relations de Marton avec la Roumanie deviennent négligeables. Bon, je vais m'arrêter là sur le sujet pour passer, et ça touche évidemment la Roumanie, à un troisième point, de Marton, géographe expert. Il est géographe expert dans la mesure où, entre la Grande Guerre et la conférence de la paix, il joue, dans son domaine, un rôle clé sur la réflexion de la Nouvelle Europe. En décembre 1914, c'est-à-dire au début de la guerre, en décembre 1914, Paul Vidal de Lablache reçoit une mission du général Bourgeois. Le général Bourgeois est le directeur du service géographique de l'armée, du SGA. Et le SGA a pour mission de rassembler à destination des combattants. On s'est rendu compte dans la bataille d'Alsace du mois de septembre 1914 qu'en retrouvant dans des sacoches d'officiers allemands des cartes de la France de l'Est, de l'Alsace, que les officiers français n'avaient pas. Bon, ça pose un problème. Carte d'état-major. Ça signifie que les cartes d'état-major établies par l'état-major, par le dépôt de la guerre, dans les années qui ont suivi la guerre de 1870, n'ont pas diffusé auprès des officiers commandant les corps d'armée, commandant les divisions et a fortiori les officiers subalternes sur le terrain. Ça pose un problème qu'on occulte, mais sur lequel l'armée se penche tout de suite et confie au général Bourgeois, qui prend la direction du service géographique de l'armée, qui a été créé en 1887, la mission de rassembler une équipe de géographes pour réviser les cartes militaires, pour réviser les cartes d'état-major, pour les mettre à jour. Et, à partir de décembre, quand les fronts se stabilisent, les penseurs les plus avancés, les plus proactifs, on dirait aujourd'hui, se rendent compte que la guerre change de dimension et qu'on va vers une guerre de position. Et qu'à ce moment-là, la carte deviendrait un élément déterminant de la conduite des opérations. Donc, une équipe de géographes pour réviser les cartes militaires. Les fournir les cartes d'état-major, les renouveler, et donc créer une structure ad hoc. Et le SGA crée une commission. Et dans cette commission, eh bien, il y a cette commission est constituée autour de l'équivalent civil du général Bourgeois, qui est Ernest Clavis, l'historien qui a autour de lui, à la Sorbonne, tout un ensemble, tout un aréopage de chercheurs, et autour de Lavis, Albert de Mangeon est intégré, donc Lavis de Marton et Albert de Mangeon, un des collègues géographes, constituent à la Sorbonne, à l'Institut de géographie de la Sorbonne, une commission. Une commission du service géographique de l'armée. Cette commission travaille pendant 3 ans, de 1914 à 1917, pour répondre à cette demande de création de cartes. Elle va plus loin. En 1917, le contexte militaire change. La fin de la guerre approche, même si on ne sait pas quand. La mondialisation, l'internationalisation de la guerre se fait.
Et, je reviens un peu en arrière, et en 1917, le président du Conseil, Aristide Briand, décide de créer une sorte d'équivalent avec une responsabilité plus large de cette commission au service géographique de l'armée, de créer au ministère des Affaires étrangères un comité d'études. Que Charles Benoît, député de Paris, décide d'appeler le comité d'études du ministère des Affaires étrangères. Et ce comité d'études est chargé de réfléchir et de traduire sous forme de documents cartographiques les buts de guerre de la France. C'est une structure de réflexion qui se met en place. Cette structure de réflexion, eh bien, on retrouve les mêmes. On retrouve Ernest Lavis, professeur d'histoire à la Sorbonne. On retrouve De Martonne, professeur de géographie à la Sorbonne. Et Albert de Manchon, qui est lui aussi professeur de géographie à la Sorbonne. La mission qui est confiée au comité d'études est exprimée dans une lettre que Charles Benoît envoie à Aristide Briand en retour de création. Pour le bon ordre de nos délibérations, je me suis permis de proposer au comité d'études, d'abord, conformément aux indications de notre dernier entretien, d'examiner les diverses solutions qui compteraient dans l'hypothèse considérée comme certaine d'une paix victorieuse. La question de nos frontières de l'Est, d'en recueillir les données positives, de fournir ainsi au gouvernement les décisions d'une décision qui n'appartient qu'à lui seul. Le comité d'études est fondé pour réfléchir à la révision des nouvelles et à la constitution des nouvelles frontières de la France. Très vite, il s'étend à l'Europe. Et on reconnaît l'expertise de ce comité pour réfléchir à la nouvelle carte politique de l'Europe. Et dans ce cas-là, le comité d'études français entre en relation avec les comités d'études, l'Inquiry américaine par exemple, quand on a vu le portrait tout à l'heure, les comités, l'équivalent des comités d'études dans les pays de l'entente et ceux qui sortiront vainqueurs. C'est ainsi que, à partir de février 1917, tout un réseau national et international se met en place. Il s'agit, dit Ernest Lavis, d'apporter des solutions, non d'apporter des solutions, mais de constituer une série de dossiers utiles à ceux qui auront la responsabilité de représenter la France au Congrès de la paix. Toutes les questions touchant l'Europe devront être examinées, les questions coloniales restant en dehors. Toutefois, on pourra s'occuper de l'Empire turc en Asie. La première question à étudier sera celle de la frontière du Nord-Est, on en revient. Mais donc, c'est la constitution de l'équipe qui est amenée à réfléchir aux nouvelles frontières de l'Europe. Le secrétariat du comité est constitué par le président du Conseil et il est confié à Emmanuel de Marton, qui devient donc la cheville ouvrière de ce comité. Il s'adjoint tout de suite à Albert de Manchon. Autrement dit, deux géographes de la Sorbonne deviennent au cœur du dispositif de rassemblement, de collecte des données et de traduction sous forme de projets et de projets cartographiques de ces données. Quelles sont ces données?
elles sont multiples. Et au fur et à mesure que les années passent, on s'aperçoit de la multiplicité des sources à partir desquelles vont travailler, on ne le voit pas trop là, vont travailler les membres du comité. C'est tout d'abord en 1911, paru aux États-Unis, un ouvrage tout à fait intéressant, qui est un atlas, tout à fait intéressant, qui ne quitte pas au début le monde américain. Il est destiné aux universités américaines et au monde. Vous me laissez encore combien de temps? Tant que vous voulez. Je continue un peu. Absolument, absolument. Au monde américain. Il est réalisé par un géographe américain, William Robert Schaeffer, et il s'appelle un historien, pardon, Historical Atlas. Et cet atlas historique est publié en 1911, mais cet atlas historique rassemble des cartes fort intéressantes. Et voici par exemple la carte numéro 165, qui s'appelle « Distribution des races dans la péninsule des Balkans et en Asie mineure ». C'est le fruit de collectes de travaux considérables, mais menés dans une sorte d'autarcie américaine, par les universitaires, par les diplomates qui se sont déplacés dans le début du siècle, et qui alimentent, abondent Schaeffer pour la création de ces cartes. Et l'on voit sur ces cartes, comme leur nom, comme l'indique la légende, par des couleurs, ce qu'il appelle ici les races, qu'on appellerait les nationalités du côté européen. Elles sont là, mais Schaeffer utilise quelque chose, une méthode qui s'est mise en place au début, dans la dernière décennie du XIXe siècle, c'est le système des bandes colorées ici, qui permet pour un territoire donné, non pas de dire voilà, ce territoire est occupé par des Bulgares, est occupé par des Hongrois, par des Roumains, et on met une seule couleur, mais il est occupé par des Roumains et des Hongrois, avec un pourcentage, etc. C'est le principe de la représentation en bande, sans que pour autant, encore, on joue sur la largeur de la bande pour représenter ça. Il faudra attendre la cartographie Bertin après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir des cartes de population montrant des bandes, ce qu'on appelle les hachures, le système des hachures proportionnelles au taux de population, mais peu importe. Mais vous avez ici sur ces cartes des bandes. La carte 165 est très intéressante, la carte 168 est aussi très intéressante. C'est celle qui montre la distribution des races en Autriche-Hongrie. Et de la même façon, la légende est ici, et cette légende-là représente les Germains, les Magyars, les Roumains, les Croates et les Serbes, etc., les Rutènes, les Tchèques, les Slaves en général, regroupés jusqu'aux Slovènes, les Italiens. Mais cette carte n'utilise pas le système des bandes. Alors, cette question a été intéressante. Elle est intéressante, et les réponses ne sont pas encore formellement données. Est-ce que Schaeffer n'avait pas les éléments pour le faire, ou est-ce qu'il a refusé de le faire pour des questions qui sont plus du sud-est européen ou de l'Asie, mais plus précisément dans un monde complexe et dans un monde dont on sait, au moment de la guerre des Balkans, que c'est une poudrière. C'est très intéressant, ça, sur le plan des relations entre la politique, la diplomatie et la cartographie. Toujours est-il que cet atlas de Schaeffer, eh bien, est un des outils. Hein. Alors voilà ici une traduction, hein, je reviens en arrière, voilà l'atlas de Schaeffer, et voilà ici une traduction plus moderne, hein, minorité ethnique, alors on ne parle plus de race ici, hein, le terme est changé, dans le domaine sémantique c'est fort intéressant, minorité ethnique d'Autriche-Hongrie en 1910,
d'après distribution des races de l'Autun, William Schaeffer, et on a là une carte beaucoup plus classique dans la représentation que l'on a dans les cartes mentales que nous avons aujourd'hui, bien sûr. Mais il n'y a pas... Alors l'autre n'a pas été retraduite, enfin j'ai pas trouvé d'éléments faisant que la carte du Sud-Est est reprise, mais celle-ci, de la même façon, ne présente pas, elle présente des unités, hein, elle présente des unités. C'est la carte qu'on appelle oui ou non, la carte en oui ou non. Si, à un endroit, vous êtes ici en rouge, eh bien, vous êtes allemand, et à côté, vous êtes hongrois. C'est oui ou non, vous appartenez à l'une ou l'autre. Ce qui est en contradiction avec la notion de minorité. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Conceptuellement, cette carte est viciée. C'est une carte de majorité, c'est même une carte d'unanimité. C'est pas une minorité. C'est très subtil. Mais c'est sur cette subtilité que se fait cette construction. 1915. Voilà la carte ethnographique sur laquelle, à partir de laquelle, avait travaillé ou avait créé De Martonne en 1915. Et là, en 1915, De Martonne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avait essayé, selon un principe difficile à mettre en place, voilà, c'est la carte d'origine. Difficile à mettre en place, d'essayer de représenter la superposition, enfin, pas la superposition, la coexistence en un lieu. Hein, et encore, qui dit coexistence pose une question d'échelle. On peut coexister dans une baignoire, on peut coexister sur un même palier, dans un même appartement, dans une même rue, ou dans un même pays. Hein. C'est la notion. Si on n'ajoute pas une question d'échelle à ces questions de cohabitation, de coexistence, de vivre ensemble ou autre, on est à côté. Tout est une question d'échelle, disait le poète géographe. Voilà, donc il essaye là de représenter ceci, ce qui donne une carte reprise là par des travaux de recherche de Gilles Palski, qui donne une traduction, mais elle aussi, en 1915, une traduction par des cartes qu'il appelle la carte ethnographique, mais par des majorités, avec par endroits des inclusions. Mais là aussi, ce sont des cartes en réponse oui, non. La conférence de la paix, nouvelle étape, à la fin de 1918. Dans les derniers mois de 1918, le nouveau président du Conseil, André Tardieu, s'attache directement les services du secrétariat du comité d'études. André Tardieu, excusez-moi, le président du Conseil, c'est Georges Clemenceau. André Tardieu est un expert, un principal collaborateur de Clemenceau. Il est un des interlocuteurs entre la France et l'Amérique, après l'entrée en guerre des États-Unis, pour ce qui concerne surtout les affaires industrielles et militaires. Il souhaite rendre très opérationnel le comité d'études. Et pour le rendre opérationnel, ici, il faut lui donner les moyens, là, de présenter des expertises par le biais des commissions nationales et internationales qui se mettent en place et qui vont travailler et qui travaillent pour donner les documents aux diplomates. Les commissions de la conférence. Donc, Tardieu charge De Martonne de participer aux commissions et de l'ensemble des commissions et des sous-commissions de la conférence, en tant qu'expert. Et il prend en charge directement la commission des affaires roumaines et yougoslaves, et les sous-commissions roumaines
et yougoslaves. Il prend directement en charge aussi les affaires polonaises. Et les commissions, la commission, affaires tchécoslovaques et affaires polonaises. L'objectif est de fournir aux négociateurs les documents et les points de vue de la France en tant que pays vainqueur de la guerre. Je passe sur ces questions d'organisation, mais le secrétariat est installé alors dans des locaux très proches du Quai d'Orsay. Il est doté de moyens matériels, il est doté de structures, il est doté d'hommes, de personnel. De Martonne élargit le cadre, et c'est tout à fait intéressant. Il introduit des jeunes collègues agrégés de géographie. Alors, vous voyez, renforcer ce pôle disciplinaire. Jules Blache, pas Vidal de la Blache, mais Jules Blache, Louis Hautecoeur et Georges Chabot. Blache et Chabot devinrent des géographes universitaires éminents dans l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre. Le secrétariat prend une large autonomie par rapport au comité d'études et il devient le bras armé de la délégation française à la conférence de la paix. On dit de Martonne, et ça a été repris par de nombreux collègues aujourd'hui, et l'expression date de ce moment-là, on fait de Martonne un traceur de frontières. Donc il est intellectuellement armé et il est techniquement armé pour tracer des frontières. Et notamment celle qui, semble-t-il, poserait le plus de difficultés, la frontière entre la Hongrie et la Roumanie. Et c'est à ce titre-là qu'il vient sur le devant de la scène directement concerné et élargit ses capacités. Durant le travaux des commissions, et ça c'est intéressant à noter bien sûr, de Martonne a sa propre vision de 30 ans de carrière. Et on le retrouve là dans ses relations intimes avec l'espace sur lequel il est appelé à travailler. Dans sa thèse, le cœur de sa thèse, c'est la limite géographique entre la Valachie et la Transylvanie. C'est les surfaces d'aplanissement. C'est le fait que, je le disais tout à l'heure, comment peut-on expliquer que l'Olt quitte une plaine, traverse une chaîne pour redescendre dans une plaine? Ce qu'on appelle la discordance d'un réseau hydrographique par rapport à une chaîne de relief. Bon, c'est pas le berger roumain qui a creusé pour faire passer ça. On a une vision de géographe-physicien d'un côté. Mais tout ceci s'inscrit dans un espace humain construit, et finalement, le dit-il lui-même, co-construit. Il n'emploie pas ce terme, mais co-construit par des nations, des ethnies différentes. Alors, c'est l'homme de la situation. Et il insiste pour que les nouvelles frontières, pour qu'elles soient viables, ne retiennent pas le seul critère de regroupement ethnique ou de regroupement national. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre les Wilsoniens, les Américains, ceux du Middle West. Hein, il suffit d'un rouleau de barbelé, et puis on partage, et puis ça y est, vous êtes d'un côté ou de l'autre. Non, on ne manie pas l'Europe de cette façon-là. Et on voit là cette opposition entre les positions françaises, où le découpage ne doit pas être un charcutage. Ce n'est pas le mot de charcutage qui est utilisé, mais c'est tout comme. Mais il doit tenir compte de siècles de constitution des territoires et de constitution, et alors ça c'est aussi un élément majeur de la réflexion de Martonne, la constitution de flux économiques, de flux d'échanges. Et ces flux
il faut en tenir compte. Et il développe un concept qui est celui, ou un principe, il fait adopter un principe sans même dire, qui est le principe de viabilité des frontières. Une frontière doit être viable. Si on veut construire la nouvelle Europe, il faut que la frontière soit viable. Ce principe de viabilité est assimilable finalement à celui de viabilité de l'État. Un État n'est viable que si ses frontières, elles aussi, sont viables. Et ce concept d'État viable, si vous voulez, là c'est un peu le géographe physicien, le biogéographe que je suis qui évoque ça, fait le concept d'État viable fait de l'État un organisme vivant. Et cet organisme possède une capacité à vivre, une aptitude à vivre, ce qu'on appelle la viabilité. Il faut donc construire des États qui ont une viabilité. Et ça, c'est un élément majeur de la réflexion. Et cette aptitude, il ne le dit pas comme ça, mais il le dit quand même. Cette aptitude s'inscrit dans la gestation, elle s'ancre dans la naissance et elle s'épanouit dans la vie du nouvel État. Elle implique des actions de deux processus qu'on connaît bien en biologie, la croissance et le développement. Donner à un État la possibilité de croître à l'intérieur de ses frontières et de se développer dans une certaine harmonie, ce qui détermine la longévité. Alors, il a aussi une expression, pas directe bien sûr, mais on le sent dans ses écrits. Quel est le moteur et le garant de cette longévité? Eh bien, finalement, c'est parce qu'il parle à un moment, dans un de ses textes, il fait référence à Hegel. Hegel disait, le garant de la longévité ou de la viabilité d'un État, c'est le fonctionnaire. Le fonctionnaire donne à l'État les moyens de vivre et les raisons de survivre. Sans lui, il n'y aurait pas d'État viable. Et c'est là-dessus que de Marton, finalement, construit les réflexions qui le conduisent à faire des propositions. Il entend ainsi, d'une part, les infrastructures naturelles, le relief, les trames de relief, l'hydrographie, les bassins versants, les débouchés maritimes. Bon, si vous prenez le livre sur l'Europe centrale, il écrit « Le traité de Versailles a fait un sort assez singulier à Danzig, ville allemande depuis le XVe siècle, prussienne depuis 1793, mais port indispensable à la vie économique de la Pologne ressuscitée, en la plaçant sous l'administration de la Société des Nations. » Ainsi, par exemple ici, vous avez une carte où on a reproché au découpage ici, on a reproché au découpage entre la Roumanie et la Hongrie une position de la frontière au-delà de territoires dans lesquels existaient non pas des minorités mais des majorités hongroises, et en particulier dans les villes. Le principe qu'il a défendu, c'était celui de la voie de communication, c'était celui de l'échange nord-sud, et en particulier de la grande voie ferrée ici, méridienne, qui conduit des frontières de l'URSS jusqu'à la Yougoslavie et jusqu'à la mer Méditerranée. Et pour lui, il était nécessaire de doter la Roumanie de cette ligne, même fût-elle dans un espace non totalement roumain ou à majorité roumaine, de l'offrir, de la donner à la Roumanie, alors que les débouchés hongrois étaient à trouver ailleurs.
Voilà, ça c'est un élément. Hein, ainsi, les lignes de chemin de fer qui les relient à la Yougoslavie sont données à la Roumanie. Les données économiques sont ainsi et aussi déterminantes. Il écrit par exemple aussi, un peu plus tard, mais c'est une justification toujours dans le même livre, pour le tracé des frontières des pays tchèques, ont dû négliger encore le principe des nationalités et tenir compte davantage des conditions économiques au profit du nouvel État et au détriment de ceux, Allemagne et Autriche-Hongrie, aux dépens desquels il était constitué. Les données géopolitiques, qui sont peut-être les plus sensibles, sont aussi biaisent ces questions, ces principes de viabilité. Et je fais le dernier exemple concernant la Bohème, par exemple. C'est une remarque de Georges-Henri Soutou dans La Grande Illusion, qui écrit que la Tchécoslovaquie soit un État viable, donc il n'est pas question d'en retirer les Allemands des Sudètes, 3 millions d'habitants, qui devront se contenter des garanties que Prague est prête à leur accorder. Ainsi, il faut travailler, et il travaille à partir de documents. Voilà, ici sur votre gauche, je n'ai pas pu la déposer. Ça, ce sont les archives du MAE sur lesquelles on travaille avec les collègues du musée de l'armée. Donc c'est une carte sortie de l'ouvrage réalisé par la commission, par le comité d'études et par le secrétariat pour la carte des nationalités de Roumanie. Et on revoit, il reprend, mais en la retravaillant, la carte de 1915. Elle est ici en couleur et elle est surtout travaillée en faisant et en introduisant des notions de densité. Je passe là-dessus pour vous la montrer. Ça, c'est la carte de Martol, et il y a une autre carte qui est mise en regard, la carte de Demetrescu, mais qui est roumain, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé là à quelle université ou à quelle structure, peut-être certains d'entre vous le savent. Hein, ce qui serait intéressant. J'ai essayé de retrouver, y compris, mais les fouilles n'ont pas été assez bien menées au ministère, aux archives du ministère du MAE, bon, sur la personnalité de Demetrescu. Mais voilà une autre carte qui apparaît. Donc, deux cartes pour montrer le travail de Marton. Voilà la carte de répartition des nationalités, dans lequel vous voyez, il introduit des systèmes en bande, et en face de ça, une autre carte, une carte ethnographique, qui elle est beaucoup plus une carte qui date de 1919 aussi, qui est une carte en présence-absence, en oui ou non, de population ou de nationalité. Voilà les deux légendes. Et les deux légendes sont intéressantes. Une carte parle par sa légende. Voilà ici une carte, c'est la carte de la carte précédente, en présence-absence. Et ici, la carte de Marton. Alors, cette carte est fondée sur l'utilisation de par nationalité de couleur. Et je prends ici, par exemple, les Roumains, les Hongrois, les Allemands, les Bulgares, et les trois classes de couleurs donnent des densités de population. Donc les travaux là, des travaux approfondis, lui permettent, et antérieurs, lui permettent de construire une carte avec moins de 25, 25 à 75 et plus de 75 habitants par kilomètre carré, selon les nationalités. Et c'est ainsi que, à partir de cette légende qui est à la fois qualitative et quantitative, de Marton arrive à proposer des cartes beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, beaucoup plus ancrées sur la réalité, donc finalement à une échelle de perception et d'action meilleure que la carte de Demetrescu par exemple. Voici ici la carte, la carte d'une partie. J'ai isolé là un cylindre, un rectangle de cette partie transylvaine sur la carte
de Demetrescu et le même secteur sur la carte de Marton, où l'on voit là apparaître par ce système de hachures sur lesquels il commence à faire intervenir, mais très localement, parce que là, c'est une échelle trop fine pour qu'elle soit vraiment considérée. Il faut descendre à l'échelle d'analyse élémentaire de l'unité administrative pour faire des échelles en bande proportionnelle. Toujours est-il que les cartes de Marton, les cartes qu'il fournit au comité d'études, sont beaucoup plus riches et, je dirais, beaucoup plus, disons, applicatives et pour les décideurs, beaucoup plus justes, finalement, que beaucoup d'autres cartes, qui ne relèvent pas nécessairement de l'absence de données, mais d'une volonté politique de traduire par la carte un sentiment, une orientation, une appartenance, etc. Ça, c'est dans le domaine de la géopolitique de la carte. On va s'arrêter là, en vous montrant un dernier croquis de terrain. Le bassin du Dragouzen, on est plus vers la Moldavie, là-bas, on est vers le haut, hein, entre la... Oui, c'est ça, hein, la frontière nord-est. Un autre dessin, une vaste vue, ici, complétée par une carte géologique d'un carnet de Marton de 1921. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, Je voudrais savoir dans quelle mesure les cartes établies par Emmanuel de Martol sont actuellement d'actualité. On parlait, je parlais tout à l'heure de viabilité de ces cartes. Il faut reconnaître qu'une grande partie des frontières qui ont été... Alors, j'ai pas la carte... Qu'une grande partie des frontières qui ont été établies à ce moment-là sont restées des frontières d'État. Je n'ai pas la carte, malheureusement, je ne l'ai pas dans mes données, mais pour l'exposition, on est en train avec les collègues de préparer une carte de stabilité des frontières. Une carte qui a été initiée dans un ouvrage que vous connaissez peut-être, de Fouché, sur les frontières, l'histoire des frontières. Le traité de paix de 1947, d'ailleurs, il avait reconnu la... on revient, oui, c'est ça. Validité, la validité, des frontières établies par la conférence de Paris de 1919. C'est ça. Il y a un lien aussi au niveau scientifique, c'est-à-dire de Marton a connu le professeur Antipa, il a visité le musée, et c'est lui qui a amené en France de Roumanie ce qu'on appelle la géonomie. Cette science qui se trouve un peu à cheval ou à la frontière entre la géographie et les sciences naturelles. C'était notamment lui avec l'autre professeur que vous avez mentionné, le Demangeon. C'est une science nouvelle qui est originaire de Roumanie et qui a été amenée en France de Roumanie, ce qui montre aussi une influence qui va dans l'autre sens. La Roumanie n'a pas été seulement non, tout à fait. Un pays récepteur, mais aussi parfois un pays initiateur. Oui. Oui. Donc vous confirmez. Oui, oui, non, ça c'est l'innervation croisée des disciplines. Les étudiants que nous avons eus, qui étaient formés en géographie physique et en biogéographie à l'université de Liège, que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons travaillé, puisque les étudiants de l'Institut de Géo, enfin de Paris 4, étaient innervés, enfin étaient plongés dans les formations de 3e cycle roumain. Les échanges sur le terrain montraient des approches différentes, des conceptions différentes, et des conceptions
pas simplement sur les façons d'aborder la lecture de paysages, la lecture de milieux, mais aussi sur les outils pour l'analyser. Et ces outils, ces outils sont complémentaires, ils sont à mettre, je pense bon, je rentre pas dans le détail là, les outils d'analyse de terrain, de statistiques, par exemple, d'enquête. Bon, et on a vu que des enquêtes de population qu'on a pu mener sur des populations dans la partie orientale des Carpates étaient tout à fait différentes. Les enquêtes, les montages d'enquêtes étaient différents en France et en Roumanie. Et ça correspondait à des méthodes aussi d'approche des populations. Professeur Dubois. Jean-Claude Dubois, ingénieur à la retraite. Et neveu du général, je faillis justement vous demander Philippe Dubois. Petit cousin. Ah bon? Le fils de l'héritier qui était Henri Dubois, donc qui était le filleul du général. Très bien. Et donc en lisant, en vous écoutant, vous avez mentionné que le géographe était allé en mission, une des premières missions aux États-Unis, en 1909, et je me demandais s'il y avait un lien entre le général Berthelot et la mission Rochambeau, et le géographe. Et d'autre part, il est retourné aux États-Unis, je l'ai mentionné, en avril 1918. Et Berthelot est retourné aux États-Unis en mission spéciale, chargée par Clemenceau, à la même période. Moi, je me demande si... Le voyage de 1918 aux États-Unis, il portait cette dimension politique. Hein, et il était construit de telle sorte que l'équipe des géographes rapportait dans leurs contacts, dans leurs échanges, j'ai retrouvé un texte, dans leurs échanges, on ne leur demandait pas de rencontrer qui est qui, tel et tel, c'était pas la question, c'était pas une mission commandée par le ministère des Affaires étrangères, mais on leur demandait de faire des rapports et éventuellement de se rapprocher de telle ou telle personne. Donc c'était aussi des missions préparatoires. Et à chaque fois, c'est assez curieux, même si la mission, et je pense à la première, n'était pas celle du Congrès international, n'était pas a priori préparatoire de mission, elle l'était devenue. Elle est devenue pourquoi? Parce que le niveau des échanges, le tissu des échanges, les personnes rencontrées, les responsabilités mises en œuvre, le réseau international d'une discipline en train de se constituer, la géographie, est un élément déterminant de l'appui que peut avoir un réseau diplomatique. On n'en était pas à la rue d'Ulm, les services secrets n'en étaient pas à prendre des élèves, et encore on n'en sait rien, à prendre des élèves de la rue d'Ulm sortant de leurs études, hein, comme à Oxford ou à Cambridge, mais ça ne devait pas en être loin. Et le fait que Emmanuel de Martonne, comme d'autres, aient été suivis dans leur carrière par le ministère des Affaires étrangères, en est aussi un élément. Et ce déplacement de plusieurs milliers de kilomètres, dans des conditions de voyage assez exceptionnelles, en train, mais assez exceptionnelles. Ce n'était pas les trains des présidents de la République, mais c'était des trains et très confortables et mis en place pour ce qui finalement apparaît aussi comme une mission. Bonjour, je m'appelle Denis Corel, je vis assez souvent dans le Banat. Et sur votre carte, il n'y avait pas Timisoara, c'est normal, c'est un peu loin. Et c'est un endroit intéressant à considérer. Je me réfère à des travaux comme ceux du professeur Neumann, qui est un historien, qui montre que les statistiques dont on disposait avant le traité de Versailles, de Trianon, étaient toutes à peu près fausses. Il y a des tableaux très détaillés maintenant, car les Hongrois avaient toujours un déficit démographique.
Ce qui fait qu'en réalité, dans les statistiques qui étaient présentées, tous ceux qui, on pourrait dire pour simplifier, tous ceux qui n'étaient pas de religion orthodoxe, c'est-à-dire des Allemands, les Juifs, etc., étaient presque automatiquement, dans une zone comme ça, versés dans la population hongroise. Ce qui rend très difficile l'interprétation d'une carte après, parce que et vraiment, on a aujourd'hui des tableaux de recoupement, on voit que les différences sont vraiment extrême. Et entre autres, Timișoara a voulu être une république indépendante à un moment, car les Serbes trouvaient qu'ils étaient bien chez eux aussi. Hein. C'était quelque chose de douloureux d'ailleurs. Hein. Enfin voilà, c'est pour voir cette cartographie qui est passionnante. La question finalement générale, c'est sur quoi elle se base vraiment. Parce que là, les statistiques... Oui, à propos des cartes que vous avez, en soulignant que la définition de la frontière a été faite pour garder la ligne de chemin de fer à l'intérieur qui avait des majorités hongroises, notamment à Arad, à Orad, etc. Peut-être dans les villes mêmes, mais si on regarde les cartes des majorités, on voit bien que ce sont des îlots dans des zones à majorité roumaine. Et ça, c'est vu même sur vos cartes. Et ça c'est tout de même la remarque qu'on a tracé la frontière en faisant abstraction du fait qu'il y a une majorité hongroise dans la Roumanie est pas tout à fait correcte. Il n'y a pas une majorité, il y a quelques îlots, mais à l'intérieur d'une majorité roumaine. Si vous voulez, je peux vous lire là le texte que de Marton écrit dans cet article de 1922 sur la question des statistiques hongroises. Et en particulier les statistiques sur lesquelles il est amené à s'appuyer, qui sont les statistiques de 1910. Il les met en perspective. Et il dit ceci: si quelques scrupules subsistaient sur l'importance des annexions de Hongrois à la Roumanie et sur celle des villes à majorité hongroise, il y a lieu de faire deux remarques. La statistique hongroise exagère le nombre des Hongrois et diminue celui des Roumains. En comparant la répartition des populations suivant la langue enregistrée au recensement et aussi la religion, on constate que la majorité du nombre des Hongrois peut atteindre jusqu'à 20%. Premièrement. Deux, c'est dans les villes que le nombre des Hongrois est le plus enflé, par les Roumains officiellement magyarisés et par les Juifs. La correction va jusqu'à 39%, mais nous n'avons pas encore la certitude d'avoir éliminé ainsi tous les Hongrois qui disparaîtront en cas d'annexion à la Roumanie. Donc, vous voyez, il est là, on est en 1922. La dimension, c'est une réflexion à toutes les échelles. On va de l'échelle la plus grande, qui est celle de l'intra-urbain, et voire même des quartiers. Et de Marton fait bien la différence aussi entre les centres-villes et les faubourgs. Et il fait la différence entre les centres-villes à forte dynamique et les faubourgs ou à faible dynamique de population, et les faubourgs à forte dynamique. Mais il dit, je suis obligé, ou nous sommes obligés au comité, de nous arrêter sur des données statistiques que l'on peut mettre en cause, mais qui sont celles sur lesquelles nous sommes obligés à travailler. Et deuxièmement, nous ne maîtrisons pas la dynamique, l'évolution. Et nous ne maîtrisons pas l'évolution parce que nous sommes obligés de nous arrêter sur des données à un moment donné. On ne peut pas travailler, on n'a pas assez d'outils, assez d'éléments pour travailler véritablement sur 30 ou 40 ou 50 ans. Donc, c'est un problème fondamental que les commissions et les sous-commissions se posent. Qu'est-ce qu'il en est des dynamiques de population? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'on peut traduire ceci? Et je terminerai, si vous voulez, en vous lisant ce qu'il écrit aussi, hein, dans le même article. Ce qui est vrai, c'est qu'une transformation lente est en train de s'accomplir par la force des choses. Il passe de la statistique à la dynamique des populations. On s'aperçoit combien artificiel est le caractère national des villes dans un pays de population mélangée. La capitale de la Transylvanie, que les Roumains appellent Cluj, que les Hongrois nommaient Kolozsvár et les Allemands Klausenburg, a été en réalité surtout allemande jusqu'au XVIIIe.
Je l'ai connu sous la domination hongroise comme ville vraiment magyare, les faubourgs seuls étant roumains. Depuis l'annexion, les changements sont frappants. La garnison, l'enseignement supérieur, les banques, le haut commerce devenu roumain imposent peu à peu, par une pression lente et irrésistible, l'usage du roumain dans tous les magasins. En 6 mois de séjour interrompus par de fréquentes absences, j'ai constaté des changements étonnants. Et il termine, ce qui peut être une terminaison de tout son travail. Je crois donc que le problème des nationalités se résoudra de lui-même en continuant la même politique libérale, mais alors là on est dans un autre contexte, qui est la politique de la dynamique des peuplements ou des populations dans un État devenu viable. Voilà. Et une stabilisation, ou enfin une démonstration que petit à petit, par développement, par croissance, par diminution... Il fait un temps que les Roumains étaient interdits de rentrer dans les villes. Donc il y a aussi ça qui a empêché que les villes soient... Vous avez cité ce livre, bien sûr, qui est très intéressant, mais un petit peu avant, et c'est ça que j'aurais voulu demander, il y a le livre de Gaël Haller, oui. Voilà, le géographe de Marseille et l'Europe centrale, paru en 2007. Celui-là est paru en 2012. Donc ce sont 2 livres qui portent un peu sur ce sujet-là, qui ont vu le jour dans un intervalle assez serré, réduit. Est-ce que ça signifie qu'il y a une reconsidération un petit peu de la pensée, de la philosophie de Marton? Parce qu'à un certain moment, surtout immédiatement après la Deuxième Guerre, on avait l'impression que l'approche de la géographie physique de Marton était un petit peu, pas révolue, mais avait légèrement vieilli. Est-ce que maintenant, avec ce qui se passe avec ces 2 livres, ça remet en scène la vision que de Marton avait? Le géographe, dans sa complexité, apparaît aujourd'hui beaucoup plus un sujet d'étude, de réflexion, dans son domaine de la géographie politique, de la géographie des populations et de son action. Aussi bien en Transylvanie, il y avait une politique de magyarisation absolument invraisemblable. Le certificat de naissance de ma mère, il l'appelait Catherine, ils ont écrit Cataline. Mon grand-père s'appelait Nicolas, c'était Mikloche. Et ainsi de suite. Donc on a imposé une magyarisation de façon absolument délirante. Là, les 50 années d'Autriche-Hongrie ont été absolument invraisemblables de ce point de vue. La même chose du côté donc, de la actuelle, soi-disant, République moldave, où on a pu voir que de Marton ne s'est pas laissé tromper là non plus, où il y avait eu pendant 100 ans de tsarisme, cette politique de russification absolument délirante. On a interdit les écoles, on a interdit la langue roumaine dans les écoles, dans l'administration, dans les documents, dans les écoles. Il n'y avait plus d'écoles en roumain. D'ailleurs, en Ukraine, il recommence en ce moment. Et de Marton ne s'est pas laissé tromper par justement ce passé qui était plus ou moins récent, mais quand même pesant, très pesant. Et bien non, il a dit, ce sont des Roumains. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes politiques s'entourent aussi de commissions de savants et de gens de science qui puissent les fournir les meilleurs éléments avant qu'ils ne prennent des décisions parfois peut-être un peu hâtives? J'en suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé, sinon ça reflèterait dans l'histoire humaine une régression telle qu'on ne peut pas l'envisager. Ça prend d'autres formes. Mais c'est
c'est évident. Je veux dire, ça prend d'autres formes que des commissions de ce type, parce qu'on n'est pas dans un contexte ouvert. Mais actuellement, toutes les équipes, mais y compris auprès des universitaires, hein, auprès des géographes, qui réfléchissent à l'actuel ou l'après-Brexit, les collègues, on a 2 collègues qui sont spécialistes de l'Irlande. Ben, je peux vous dire qu'actuellement, ils sont sollicités, les 2 collègues spécialistes de l'Irlande. Parce que la menace de résurgence d'une frontière manifestée par l'installation de bandes frontières, etc., au sein, en Irlande, est un problème évidemment essentiel pour l'avenir de l'île et puis pour la stabilité et puis pour la paix. Eh bien, nous avons je sais qu'il y a des collègues qui sont sollicités, et c'est finalement la remontée. Et le travail, c'est pas de même que ça vient, c'est pas de ces géographes, c'est de nouvelles générations qui ont travaillé sur la discipline et sur la mise à jour et le travail sur des archives. C'est derrière ça Géographicité, un laboratoire. C'est derrière ça le fonds de Marton à l'Institut de géographie. Tout ça, ce sont des chercheurs qui se sont intéressés, géographes, diplomates, historiens, qui, tout d'un coup, tiens, un diplomate va tomber sur une note de service de Philippe Berthelot disant Marton, quand même, on va... Alors ça peut intéresser, donc on va voir des collègues géographes parce qu'on sait qu'il est géographe, et tout d'un coup des pans de ces individualités-là apparaissent, et je dirais que dans certains curriculum vitae, je pense à celui de Mangeon par exemple, des creux se bouchent. Des activités qui ne sont pas celles d'un universitaire direct se remplissent. Et c'est ça, monsieur, qui a fait la qualité et la reconnaissance du travail de De Marton. C'est l'appui sur une science qui est une science sociale. Mais c'est une science sociale, entre guillemets, totale. Elle est autant l'approche d'un espace que l'approche des populations qui habitent cet espace et qui le transforment, qui y vivent, qui y meurent, qui y croissent, qui augmentent, qui diminuent sur cet espace. Et ça, dans la mesure du chercheur, en étant en amont ou en aval, ou peu importe, à l'écart de tout engagement qui serait de type personnel, politique, idéologique, ou autre. Et c'est ça, certainement, qui est révélé au fur et à mesure que les études depuis une vingtaine d'années sont faites, qui est révélé dans non seulement la personnalité de Marton, mais l'aura qu'il a eue et l'importance finalement qu'a eu. Mais pas lui uniquement, l'inquiry américaine aussi, et dans la confrontation entre les géographes américains et les géographes européens, à travers cette vision qu'on a de la nationalité américaine ou autre, c'est tout un pan de l'histoire diplomatique et de la construction. Ce qu'on peut espérer, c'est que les peuples, enfin le commun des mortels, les citoyens soient informés de tout ça. Il est là le problème, il est dans la communication, dans la transmission, il est dans la relativisation des choses aussi. Et la géographie est une science de la relativisation, une science de la mise, de la contextualisation de société dans un espace, et puis d'une vision qui n'est ni fixiste ni limitée. Quelle mesure ces spécialistes déterminent et influencent une vision qui existe, et dans quelle mesure la vision qui existe a une influence sur ces spécialistes pour les orienter. Vous avez parlé de ces deux visions de géopolitique, l'Allemagne et la France. Voilà, on peut se dire dans quelle mesure, probablement que par sa personnalité, De Marton a été le spécialiste qui a pu déterminer une vision française. Il est un peu à l'origine de cette vision, si on l'oppose un petit peu à la vision allemande. De Marton, par les échanges
par les discussions, les travaux qu'il a menés, qu'il a réfléchi avec son beau-père, avec Vidal de Lablache, était sensible à ces questions de profondeur historique des questions de nationalité. Voilà, la profondeur historique. Et que cette profondeur historique demande aussi que l'on fasse attention dans les outils à mettre en œuvre pour des retours, des délimitations, des modifications de frontières. Il était, je dirais, baigné dans son ambiance, dans son contexte scientifique et même familial, baigné dans ces parce que un ouvrage comme La France de l'Est, qui retrace les questions du patriotisme, les questions de la réalité des terres Alsace et Mosellane, tout en faisant la différence entre l'Alsace et la Moselle, et la question d'un retour ou d'un non-retour, le poser, les outils et les méthodes du retour. Doit-on demander aux populations d'Alsace-Moselle si elles souhaitent revenir à la France? Certains ont dit, nous ne lançons pas là-dedans, on risquerait d'avoir des surprises. Alors, la solution qui a été trouvée pour l'acceptation, c'est rattachement, retour à la mère patrie, c'est pas rattachement, retour à la mère patrie, mais conservation du droit germanique. Et de la législation. Et de la législation. Ils ont quelques droit local. Droit local. Bon, ça a été une façon de traiter un problème qui était perçu comme crucial. Et il était perçu simplement, et ça, oui, Vidal de Lablache a bien montré, dans le temps qui passe. Le temps qui passe. L'enquête ethnographique allemande, c'est 1872. Oui. 1872, les Allemands lancent une enquête ethnographique sur les frontières Meurthe et Moselle. Bon, et ils la lancent dans un double objectif. L'objectif de la demande de rattachement à la France des populations, des optants ou non, et puis peut-être aussi dans la démographie à venir, et dans la stratégie à mener pour établir les écoles allemandes. Il y a peut-être des endroits où il faut être plus attentif et plus actif pour introduire la Germanie. 1872, la première grande enquête ethnologique, statistique, elle est faite par les Allemands tout de suite après. Et si on se place en 1910, le nombre de communes ou de cantons qui deviennent pro-germaniques en Alsace, il était temps de faire la guerre. Hein. Non, j'exagère.